Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les grandes décisions qu'a pris Spotify durant toute sa vie, comment ils sont passés de 0 € jusqu'à 13 milliards d'euros en 2023 de chiffre d'affaires. On parle de 9000 employés et on va voir encore, il y a eu quelques rebondissements, dont un surtout vers la fin. Et on va voir ça. Alors, en bas, vous avez les différentes versions du site internet à travers les âges. On va y passer très rapidement, mais les premières étaient assez efficace, on va dire, et ça s'est très vite étoffé. On est passé sur des pages à rallonge, comme a été une époque, euh, comme a été l'époque. Et aujourd'hui, on est réduit directement vers un player. C'est extrêmement plus efficace. Alors, pour ça, il a quand même fallu du temps, mais on va essayer d'y revenir. Donc on commence sur les débuts de Spotify en 2006, avril 2006. Le mois est important parce qu'il y a le lancement qui est en octobre 2008. Donc on a donc 1 an et demi de mise en place, de mise à plat des choses avant de pouvoir lancer officiellement. Donc je vous ai mis les deux fondateurs, Daniel Ek et Martin Lorenzon, pardon. Euh, Ils ont surtout visé au début une infrastructure que, bon, ils ont fait du monolithe hein, en termes techniques, ils ont pris un serveur, ils ont tout fait tourner dessus et ça marchait très très bien pour commencer. C'est d'ailleurs un bon conseil en règle générale, hein, vous ne cherchez pas à chercher une complexité absolue, à faire du modulaire, de l'exa, on s'en fiche. Faites l'efficace, ce qu'on veut c'est vérifier que bah, en fait, votre marché, il marche, votre solution elle marche bien. Donc ils ont visé uniquement pour le début les logiciels pour Windows et Mac. Donc dès le début, ils ont visé directement les deux. Ils ont tenté des choses assez rapidement pour améliorer la gestion des licences, même si c'était encore très manuel malgré tout. C'est un gros point hein, chez Spotify. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais Spotify, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pour faire du streaming légal de musique et qui rassemble énormément de gens. Donc il y a une rétribution forcément des musiciens et des auteurs et des compositeurs qui ont leurs œuvres sur Spotify. Et on va revenir à la fin. Ils ont même ouvert en direct avec des artistes, mais ça se retrouvera dans la toute dernière partie. Donc le focus initial, donc vraiment ce qu'ils ont voulu faire dans un premier temps, c'était récupérer le maximum de licences de musique pour avoir un catalogue le plus grand possible. Plus ils avaient un catalogue grand, plus les gens risquaient de venir chez eux les voir pour écouter. Et en plus, le fait que ce soit légal aide largement à ce que les gens aient une facilité à venir. De toute façon, pour tout ce genre de marché, pareil pour le jeu vidéo d'ailleurs, si vous avez un catalogue gigantesque qui fait venir les gens, qui est facile à utiliser, vous avez tout gagné. Alors pour le coup, au début on était donc sur 0 million en 2008, c'était tout le lancement, donc forcément ils n'avaient pas encore atteint le million. Ils sont quand même déjà montés en 2008 à 50 employés, ce qui est énorme déjà dès le début. Comme quoi ils n'ont pas chômé au début, ils ont vraiment été à fond. Mais en 2011, on est que 3 ans plus tard, on est déjà à 500 employés avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est quand même bien monté. La croissance et l'optimisation, forcément. Ils sont partis donc sur cette période-là sur aussi l'application mobile qui prenait beaucoup, qui était en vogue. Je vous ai mis un mobile de l'époque pour vous faire une idée. Donc on va donc introduire les modèles freemium avec la publicité. On va essayer d'élargir un petit peu pour avoir le maximum d'utilisateurs, pour qu'il y ait un maximum de bouche à oreille aussi. Donc on va chercher à agrandir donc le bouche à oreille, comme je disais à l'instant. Le développement, ils ont été chercher le peer-to-peer. Alors, très très bonne idée de leur part, d'un point de vue technique. Comme ils avaient un nombre d'utilisateurs qui était explosif, vraiment, ils avaient un nombre d'utilisateurs qui a explosé. Alors, je n'ai pas récupéré les chiffres exacts, beaucoup, je n'ai pas pu vous les remonter. Mais le peer-to-peer permet de répartir votre charge parmi tous les utilisateurs. En partie, une bonne partie en tout cas. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à avoir une infrastructure de folie, à avoir des serveurs dans tous les sens. Ça va être géré par utilisateur et plus vous êtes d'utilisateurs, mieux ce sera géré quasiment. Il y a quand même des contraintes, mais on lisse quand même énormément les choses. Donc ils vont pas avoir une infrastructure dont le prix va être explosif aussi. Parce que c'est ça le problème. On a un nombre d'utilisateurs qui arrive et les coûts vont avec. Donc ils l'ont évité, bravo à eux, parce que vraiment ils ont un hébergement de musique, de vidéos,
tout ce qui va en fait faire du poids sur Internet, le stockage, c'est le premier coup sur Internet. C'est important de le savoir. Donc, chapeau pour cette prise de décision, par exemple. L'automatisation, bon, ils ont fait les premières optimisations de la diffusion de contenu, donc typiquement le peer-to-peer, et surtout ils ont fait des gros travaux sur la mémoire tampon. Ils ont commencé comme ça à pouvoir lancer la musique alors qu'elle n'était pas entièrement chargée, et pour l'époque c'était pas forcément très reconnu comme expérimentation, enfin c'était une expérimentation mais c'était pas encore très connu, et donc ce genre d'optimisation ça a énormément amélioré l'expérience utilisateur, le fait de cliquer, et en une seconde, maximum 2, vous aviez déjà un début de musique et souvent ça enchaînait sans problème. Le temps que la musique avance, vous aviez déjà la suite, donc aucun problème de suivi. Il pouvait y en avoir de temps en temps, bien sûr, hein, avec votre connexion par exemple qui pouvait ralentir. Mais dans l'ensemble, vraiment, l'expérimentation a été mis à fond en avant grâce à ça. Oui, je note aussi, bon, ils ont élargi énormément la base d'utilisateurs, forcément, parce que attaquer le marché mobile a explosé, d'autant plus pour les choix plus tard, parce que le mobile est devenu majoritaire par rapport au desktop, au PC et au Mac. Donc, très bon choix aussi, hein. Clairement, il y avait une bonne vision de leur part. Utilisation de la technologie peer-to-peer pour réduire les coûts de la bande passante, ça c'est ce qu'on a dit à l'instant. Et déjà, on passe à 2014, donc on était il y a déjà 10 ans. Donc on a dépassé le milliard en 2014 d'euros de chiffre d'affaires avec 1500 employés. Ça a aussi explosé proportionnellement. Il a fallu, alors, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens flotter aussi de leurs applications. Il y avait beaucoup de gens pour gérer les droits, pour gérer les licences, pour gérer même un peu le support, hein, forcément. Il y a eu énormément de travail là-dessus. Et ils ont dû justement stabiliser à ce moment-là leur applicatif. Ils sont passés vers du cloud. AWS et Google Cloud. J'ai pas pu vérifier si c'était de l'hybridation de cloud, c'est-à-dire le fait de travailler en parallèle dans les deux de manière très similaire et que l'un soit redondant par rapport à l'autre, ou que justement on puisse utiliser l'un ou l'autre indépendamment, ou si c'était des services sur l'un, des services sur l'autre. J'ai pas réussi à avoir l'information. D'ailleurs, si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis preneur. Les décisions importantes, le lancement du Discovery Weekly, alors je ne connais pas très bien malheureusement, mais disons que ce que j'ai vu, c'est que bon, je suis pas utilisateur de Spotify, c'est aussi pour ça. En gros, chaque semaine, ils vont vous mettre des choses en avant et surtout, ça va être recommandé et personnalisé par personne. Et c'est là où ils vont commencer cette phase d'analytics. Ils vont récupérer beaucoup de données sur l'utilisateur, de ce que vous écoutez, de ce que vous écoutez longtemps, pas longtemps, etc. Savoir qu'est-ce qui match avec vous et faire un maximum de big data, donc on récupère toutes ces données-là, pour déterminer et affiner les recommandations pour vous. Ce qui est, encore une fois, on remet une couche sur ce qu'on appelle l'UX, donc le User Experience, l'expérience utilisateur. On va encore plus la mettre en avant, on va améliorer les choses. Et donc forcément, si on ne donne que les musiques qui vous intéressent, avec de temps en temps une que vous ne connaissez pas pour vous faire découvrir un nouveau style, c'est génial. Et c'est aussi ça qui a fait encore plus connaître Spotify. Et on est déjà sur la fin de la partie de 2014-2016. Et on passe donc à la dernière période, de 2007 à nos jours. Donc pour le coup, j'ai mis le chiffre d'affaires là, de 2007 et 2023. On n'a pas encore les chiffres de 2024, forcément en 2024. Mais bon, peut-être que quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui on les aura. Et on est passé, donc, on a dit 1 milliard en 2014. 3 ans plus tard, on passe déjà à 4 milliards. Et 6 ans plus tard, on est rendu à 13 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est bien croissant. Je note quand même le nombre d'employés a encore explosé de 1500 à 3500 puis 9000. Il faut savoir qu'ils sont montés entre 2022 et 2023 à approximativement 10 000. Mais il y a eu 6% de licenciements suite à des restrictions et des révisions. Donc ils ont eu un petit pic et ils redescendaient pour stabiliser un petit peu. Donc ça, c'est aussi des décisions qui sont pas faciles à prendre. Comment on stabilise les choses? Est-ce qu'on n'a pas trop embauché? C'est ce qu'il y a eu plusieurs crises, typiquement aux US, pour le nombre de développeurs qui ont été virés, licenciés, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus assez de boulot pour les alimenter. Donc c'est une décision qui est dure à prendre, mais c'est bien pour l'entreprise et c'est plus malheureux pour les employés, forcément. Donc décision importante, j'en parlais au début, Spotify for Artists, il y a eu des polémiques sur justement est-ce qu'ils payaient suffisamment
les artistes. Donc ils ont tenté de réduire un petit peu les clauses pour travailler avec l'artiste directement, se redorer un petit peu le blason finalement, et donner un peu plus de puissance, hein, parce que ce qu'ils voulaient, c'était en repassant la musique côté légal, c'est qu'il y ait un paiement en fait des artistes. Et ça, c'est une des grosses forces de Spotify qu'ils ont essayé de mettre en avant, qui n'a pas toujours été écoutée. Mais bon, en tout cas, ils respectent leur vision là-dessus. Expansion massive dans le domaine du podcast. Donc, ils ont ouvert un pan complet du côté du podcast. Nouveau marché, finalement. Et une très bonne idée, vu qu'en fait, c'est vraiment du son pour du son. Donc, c'est vraiment très similaire à de la musique. On n'a pas de problème de licence et autres. Donc, c'est encore plus facile à mettre en place. Et on peut y aller très facilement. Ils ont tous les outils pour. Donc, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc, des bonnes idées pour vous, hein, si vous trouvez comme ça un marché qui est très similaire au vôtre, bah, c'est une possibilité de vous ouvrir facilement. Ils sont partis sur du microservice, du serverless. Ça, c'est pour justement pouvoir gérer des très grosses charges. On va amplifier comme ça et on va pas faire exploser les coûts. Enfin, c'est croissant en fonction forcément des besoins, mais on peut supporter une très très grosse charge sans pour autant avoir à payer 3000 serveurs, sachant que le jour où il n'y a plus personne qui appelle, bah, on aura totalement lissé la courbe et on va pas avoir des prix hauts, on aura juste à payer le pic et c'est tout. Exploration de la réalité augmentée, donc ils ont commencé à faire des concerts virtuels. Alors ça, j'ai découvert ça quand j'ai lu ça, c'était pourquoi pas. Il y en a pas mal qui sont partis de ce côté-là et bah, c'est une des tentatives. Alors je ne sais pas ce que ça donne. Les résultats, j'en ai vu des très élogieux comme des très négatifs sur le futur. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça reste bah, une tentative. Hein, donc on va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et côté automatisation, ils ont amélioré après le big data, ils ont ramené du machine learning pour justement alors j'allais dire deviner, mais c'est un peu ça, c'est voir après coup bah, qu'est-ce que vous aimez en fonction de vos affinités et de pouvoir essayer de deviner des éléments similaires que vous pourriez aimer et toujours plus affiner pour vous ce que vous pourriez écouter, ce que vous pourriez vouloir écouter. On a aussi beaucoup d'automatisation sur le droit d'auteur pour justement bah, simplifier énormément la gestion des licences. Alors là, j'imagine même pas le monstre que ça doit être de leur côté. Extrêmement important pour eux, entre les envois de mails, les récupérations, les paiements. Beaucoup les paiements aussi, parce que justement là, oui, distribution des revenus qui a été très important pour eux, pour simplifier énormément le travail interne, hein, tout simplement. Et le dernier point que j'ai noté, c'était quoi? Fonctionnalité expérience immersive. Donc ça, c'est des tentatives justement typiquement liées à la VR par exemple. Engagement à utiliser des technologies de pointe pour rester compétitif et offrir des services innovants. Donc là, justement, le ML, donc Machine Learning ML, les concerts gratuits, les microservices. On y va, on y va, on y va. Et tout ça, ça donne toute l'histoire de Spotify et j'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Moi, ça m'intéresse énormément parce qu'à titre personnel, j'adore comprendre les décisions qui ont un impact. Les décisions qui font un flop sont plus difficiles à trouver, mais sont aussi super intéressantes parce que justement, ça donne une étape du pourquoi ça marche pas. Parfois, c'est pas le bon moment, parfois, c'est juste pas le bon choix. Parfois, on n'a juste pas le recul ou alors le marché n'était pas prêt. C'est d'ailleurs pour ça que, à titre personnel, je propose des audits, par exemple pour des applications, pour prendre du recul et remettre parfois au cœur de la recherche l'utilisateur. Vraiment, le but même d'une société, c'est de répondre à un besoin utilisateur. Alors ça peut être un, ça peut être plusieurs, forcément, mais c'est extrêmement important de toujours se rappeler à qui on répond, qui on cible avec notre besoin et de pouvoir se dire mais attends, là on est en train de prendre une direction, est-ce qu'on cible finalement bien la personne, est-ce qu'on a pris le recul qu'il fallait? Et très souvent non, voilà, très souvent non, malheureusement on est la tête dans le guidon, on a itéré pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans et en fait on ne sait même plus qui c'est notre client. On a un persona qui est devenu extrêmement abstrait et qui ne veut plus rien dire. Donc si ça peut vous intéresser, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et mon but ça va être essayer de vous faire prendre un peu de recul par rapport à ça. Bien sûr, le premier rendez-vous il est totalement gratuit. Hein. Et si je peux vous donner de la valeur, même vous prendre un tout petit peu de recul, pour moi ce sera gagné. Et je vous dis à la prochaine. Salut.